Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir le sociologue Harry Broussillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors la fin de l'année, comme d'ailleurs régulièrement toutes les fins d'année, a été marquée par de nombreuses grèves et mobilisations. Alors est-ce que c'est le signe que le dialogue social est toujours en panne en Guadeloupe? C'est évident. Il est évident que nous avons un gros problème de dialogue social. Vous savez, généralement, je dis qu'en Guadeloupe, dans les relations sociales, dans les entreprises, nous sommes souvent soit dans le conflit, soit dans la connivence. Mais le contrat, on connaît très peu. Donc on est incapable aujourd'hui de s'asseoir autour de la table. Ça arrive parce que là, on parle beaucoup des conflits sociaux, disons, qui débouchent sur les manifestations, sur les grèves, sur les défilés, etc. Mais on ne parle pas, disons, des accords qui sont conclus quand même. Parce qu'il y a davantage d'accords conclus dans les entreprises. Oui, quand même. Quand même. Je crois qu'il faut raison garder. Bon, mais c'est vrai que quand il y a un conflit social en Guadeloupe, ça impacte la société guadeloupéenne dans son entier, puisque le pays est petit. Et donc, dès lors qu'il s'agit d'un blocage de rue, par exemple, donc effectivement, ça impacte la société. Mais, disons, nous sommes dans une société de conflit. Je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faudrait peut-être voir les raisons. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est encore toujours dans cette situation? Mais d'ailleurs, alors, est-ce qu'il est mort-né, du coup, le fameux pacte social, vous vous souvenez, signé par une dizaine d'organisations syndicales et patronales et qui était censé servir de socle à une société guadeloupéenne apaisée et engagée dans la co-construction d'un avenir économique partagé? Il est mort-né, cet accord? Le problème, c'est qu'il faut que chacun respecte ses engagements. Et je crois que ça, nous avons un problème en Guadeloupe, c'est le fait que, d'ailleurs, souvent, les protocoles d'accord qui sont signés ne sont pas respectés. Et ça, c'est un truc qui est quand même bizarre. On signe un protocole d'accord, on s'assied pour le signer, et puis, au bout du compte, il n'est pas respecté. Alors, on peut dire... Donc là, ça veut dire que là, toutes ces organisations syndicales et patronales ont signé ce document, et puis n'en ont rien fait derrière? Le problème, c'est sur le terrain, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Et je crois que là, il faut bien analyser les choses. Moi, j'ai pour habitude de dire que le plus souvent, vraiment le plus souvent, les conflits sociaux qui débouchent sur les manifestations, disons, où des travailleurs revendiquent l'application du droit, sur le fond, ils ont souvent raison. Je dis que sur le fond, je ne dis pas toujours, je dis que sur le fond, ils ont souvent raison, sur le droit. C'est vrai que les entreprises parfois ont des difficultés à appliquer le droit même. Mais sur le fond, mais est-ce qu'elles ne l'appliquent pas parce qu'elles n'ont pas envie de l'appliquer ou c'est par méconnaissance du droit? Elles ne l'appliquent pas, disons. Il faut dire aussi que parfois les entreprises ont des difficultés réelles qui font que le droit est ce qu'il est. On dit aussi, droit lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Bon, mais sauf que quand il y a un refus manifeste de vouloir appliquer le droit, ça pose problème. Alors, il faut dire que nous sommes dans deux logiques différentes. Moi, je prends le cas d'entreprises que je connais ou dans celles que je travaille. Il y a parfois des revendications syndicales qui sont basées sur la légitimité. Oui. Autrement dit, les salariés, les syndicats estiment que tel salarié, avec telle ancienneté, par exemple, devrait accéder à tel grade. Oui. Légitimement. Sauf qu'il y a le droit. Parce que pour accéder à ce grade-là, par exemple, il est dit qu'il faut passer un concours. Oui. Alors, il y a une bataille, disons, sur la légitimité et la légalité. Ça, c'est une chose. Donc là, le syndicat est fondé. Insoluble. C'est soluble parfois. Actuellement, enfin, pour ce que je sais, maintenant, disons, ce qui se trouve fait le plus souvent, c'est qu'au niveau des entreprises, notamment du public, il y a un refus d'appliquer le droit. D'appliquer le droit, mais dire que, quand je dis refus d'appliquer, il n'est pas systématique. Oui. Mais on prend du temps à appliquer les nouvelles réglementations, les nouveaux textes qui paraissent. Alors, et effectivement, ça crée un mécontentement au niveau des salariés. Et ça se termine donc souvent dans la rue, par des blocages, par des prises d'otages des usagers de la route. Est-ce que ça reste aujourd'hui la seule solution? Alors, je n'aime pas l'expression prise d'otage, parce qu'à partir du moment où c'est la réalité. Non, mais est-ce qu'ils sont pris en otage? Enfin, je ne sais pas. À partir du moment où on prive le droit de circuler quelqu'un, c'est une forme de prise d'otage. Non, mais c'est une expression galvaudée. Dès qu'il y a, disons, embouteillage suite à une grève, on dit que c'est prise d'otage. Bon, moi, je pense que c'est dommage, mais les organisations syndicales utilisent, j'ai envie de dire, ce qui marche. Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autres options. Aujourd'hui, on n'a pas des solutions plus modernes pour arriver à un résultat. Les solutions, c'est le dialogue social. Ce sont les discussions. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. À partir du moment où il est en panne. Mais s'il est en panne, c'est-à-dire que je crois qu'il faut que les uns et les autres fassent des efforts. Les uns et les autres fassent des efforts. C'est-à-dire que les salariés fassent des efforts aussi pour comprendre la situation des entreprises parfois. Il y a des difficultés réelles, mais que aussi, disons, le patronat ou l'encadrement des entreprises publiques puisse se dire qu'il y a un droit à respecter. Moi, souvent, ce que je dis, si des salariés des entreprises, disons, demandent l'application du droit, si vous n'êtes pas capable de l'appliquer immédiatement à cause de difficultés que vous avez dans l'entreprise, au moins vous pouvez reconnaître que
La revendication, elle est juste. Et après, on négocie. On négocie une planification. On dit qu'on va l'appliquer dans une année, dans 2 années, etc. Mais ça se discute. Mais pas rester sur une position de blocage en disant vous n'avez pas droit à ça. Et ce qui se passe le plus souvent, quand les salariés, disons, vont devant l'inspection du travail, ils gagnent au procès. Donc, on perd du temps inutilement. Mais de la même manière, alors j'en parle également pour les patrons et pour les directions d'entreprises publiques, mais je parle également pour les salariés, eux aussi. Et aussi, vous savez, moi, je travaille au CHU. Je me tape, je suis directeur de la formation de la qualité du travail. Et actuellement, nous sommes en train de penser, mais on le pensera encore davantage avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire de l'élaboration d'une charte des relations sociales, qu'on se mette d'accord entre nous pour pouvoir réguler le conflit social. Alors, non pas pour le domestiquer, non pas pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit, parce que le conflit dans toute entreprise, c'est de la vitalité, c'est de la vie. Il ne faut pas tuer le conflit, sauf qu'il faut faire en sorte qu'il soit régulé. Et cette charte-là devrait aller... Donc on peut espérer que voilà, la situation, quand même, les tensions s'apaisent en 2018 ? Si on se met d'accord sur, disons, une charte avec des valeurs, avec un comportement que nous nous engageons à respecter, c'est-à-dire moi je dis en tant que responsable d'entreprise, le protocole d'accord est signé, je dois l'appliquer. Ok, ça fait partie de la charte d'entreprise. De la même manière, je peux demander également aux partenaires sociaux et aux syndicats, mais écoutez, on se met d'accord aussi sur une chose, c'est que s'il y a un problème quelconque, on en discute, vous ne bloquez pas. Ça va être encore d'importantes discussions à mener. On se met d'accord. Très bien. Alors, il y a un autre sujet un peu problématique pour la Guadeloupe, c'est que la population vieillit, les jeunes partent se former, reviennent rarement. Alors, est-ce que la Guadeloupe est une société qui se meurt ? Non. Pas, elle ne va pas se mourir. Non, je pense que nous sommes pleins de vitalité. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème concret. Ça va y avoir à terme, une étude de l'INSEE vient de le démontrer. Il va y avoir demain beaucoup plus de seniors en emploi que de jeunes actifs. Tout à fait. Donc, bon, ça laisse une porte ouverte. J'ai entendu le commentaire également sur les créations d'emplois, notamment dans le sanitaire, dans le médico-social. Parce qu'avec le vieillissement... Condition que les jeunes aient envie d'aller effectuer ces métiers-là qui sont en tension. Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des personnes, disons, dites âgées, eh bien, ça va se poser. On aura davantage encore de besoins. Pourquoi les jeunes ne reviennent pas ? C'est parce que la société telle qu'elle est construite n'est pas attractive pour les jeunes ? Elle n'est pas accueillante puisqu'elle ne donne pas les conditions de travail, elle ne donne pas les conditions d'emploi. À partir du moment où la société ne se développe pas, que l'économie ne se développe pas, qu'il n'y a pas de création de richesse et d'emploi, et bien les gens ne viendront pas. Et nous savons que la grande immigration date depuis le début des années 60, et on s'est retrouvé dans une situation où il y a davantage de Guadeloupéens qui naissaient en France qu'en Guadeloupe, parce que les jeunes qui partaient pour l'immigration étaient des jeunes qui étaient en âge de faire des enfants. Alors maintenant, ça a changé. Mais c'est un vrai problème. Et je crois qu'une vraie politique publique doit s'attacher à prendre ça comme axe. Les élus en ont conscience, mais est-ce que vous avez le sentiment que concrètement, on agit pour prendre à bras-le-corps ce problème ? Il ne s'agit pas d'agir, disons, pour que la population rajeunisse. Il s'agit d'agir pour créer l'emploi. Pour créer l'emploi et faire revenir. Et les gens reviendront. C'est-à-dire que ce sera une résultante de ça. Ce sera une résultante. Il n'y a pas une politique spécifique pour ça, mais dès lors que l'emploi sera créé, sera développé, les jeunes qui sont là-bas vont revenir, ils ne vont pas au Québec, ils ne vont pas au Canada, ils ne vont pas au Sri Lanka. Ils reviendront en Guadeloupe. Ils reviendront en Guadeloupe. Merci beaucoup, Harry Broussillon, d'avoir répondu à mes questions. C'est donc la fin de cette émission. Je reçois lundi Camille Pelage, le vice-président du Conseil régional. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bon week-end et à lundi.